Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatiguée de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Merci Charlène et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Charlène, est-ce que tu peux te présenter? Pas forcément avec ton titre de travail, tu peux, mais comment aurais-tu envie de te présenter aujourd'hui? Bonjour Delphine, déjà merci de m'accueillir sur ton podcast aujourd'hui. Alors, si tu m'avais posé cette question-là il y a quelques années, je t'aurais dit je suis médecin généraliste belge avec une grande expérience aux urgences et je suis également coach transformationnel. Mais ça, en fait, c'est qu'une petite partie de la vérité parce que en fait, je suis plutôt une femme qui s'est beaucoup remise en question, qui a toujours constamment recherché le sens de sa vie, qui a expérimenté plein de choses. Et en fait, ça m'a amenée à emprunter des chemins qui n'étaient pas nécessairement les chemins conçus, prédestinés, comme on pourrait l'entendre. Et donc, si je me présente de cette façon-là, c'est parce que je n'ai pas envie de me limiter à ma case médecin. Alors qu'en réalité, eh bien, je suis neuroatypique, multipotentielle, hyper passionnée par 150 000 choses. Et c'est vrai que cette quête de sens qui m'a portée toute ma vie a été tant une difficulté parce que j'ai toujours tout remis en question. Est-ce que ce que je fais m'est aligné, me correspond vraiment? Et ça m'a également permis de toucher à plein de domaines différents, dont la médecine, dont le coaching et l'accompagnement en reconversion professionnelle, dont de la photographie, dont de la reconversion de chevaux de course, par exemple, aussi, du photojournalisme, oui, en Afrique. Et donc, tout ça, ça fait partie de qui je suis. Maintenant, si je devais dire au quotidien, je suis une entrepreneuse dans la santé qui fait des immersions transformationnelles pour se reconnecter à son feu intérieur. Véritablement, cela fait écho à ce que moi, j'ai vécu, la remise en question, mais de se connaître au mieux, de connaître quel est le feu qui nous habite et le fait de pouvoir, avec ça, transformer sa vie pour vivre la vie qui nous correspond vraiment, la vie qu'on a rêvée. Et à côté de ça, j'ai aussi une petite équipe de naturopathes où on fait un bilan d'optimisation de sa santé et du suivi pour optimiser sa santé physique et sa santé mentale. Parce que pour moi, la santé reste malgré tout un thème majeur dans ma vie. Et je pense sincèrement que si on n'est pas en bonne santé, que ce soit dans notre corps ou dans notre esprit, on n'arrive finalement pas à faire grand-chose. Bah clairement, ouais, c'est une sacrée méga présentation. C'est un peu long aussi. Non, c'est très très bien comme ça. C'est toi en fait. On peut pas être multipotentiel, multipassionné et se présenter en une phrase. Je pense que c'est antinomique. Tout à fait. Et j'ai jamais réussi. Et j'ai travaillé le pitch et à chaque fois, j'avais l'impression d'omettre une vérité quelque part ou d'omettre véritablement tout un pan de ma personnalité. Et puis je me suis dit en fait, c'était pas moi. Et donc, je laisse beaucoup plus de place à ma créativité, mon imagination. Et puis les gens, en général, font « Oh, ça, c'est une chouette présentation !» Ouais, clairement. C'est, en tout cas, ça, moi, je le ressens comme très authentique et très vécu de l'intérieur, en tout cas. Et c'est méga intéressant. Je sais plus par quelle porte, du coup, passer, tu vois, parce qu'il y a eu trop d'informations d'un coup. Moi, j'entends que ton parcours, il n'était pas du tout linéaire, même s'il y a cette trame de fond qui est la santé. C'est quoi pour toi travailler, en fait? Et comment t'es arrivé à toutes ces évolutions, en fait? On se réveille pas, j'imagine, de se dire, bon, alors, moi, j'ai fait des études de médecine générale. C'est de longues études quand même, hein, qu'on soit en Belgique ou en France. Je pense que c'est la même chose. Et comment on se dit, mais je deviens reporter en Afrique? Comment? Comment? En fait, c'est donc deux questions dans une. Je vais peut-être d'abord éclaircir sur mon parcours parce que ça va expliquer finalement la suite. Quand j'étais petite, on va dire, cette notion d'authenticité a été très rapidement abordée en réalité et je me suis retrouvée avec des filles en primaire
avec beaucoup de jeux de pouvoir, etc. Et déjà, à ce moment-là, on s'est dit, oh, Charlène, c'est quelqu'un qui est très sensible, qui a besoin de beaucoup d'authenticité et qui a certainement aussi besoin d'avoir du sens dans tout ce qui se passe. Mais on ne parlait pas de haut potentiel, de neuroatypicité, d'hypersensible, etc. Ce sont des termes qui sont venus par la suite. Et à ce moment-là, on était finalement, et mes parents et mes grands-parents ont été relativement démunis face à la situation d'une enfant qui réussit très bien à l'école, qui avait du mal finalement avec les enfants de son âge et qui était toujours avec des enfants ou des adolescents beaucoup plus grands, et avec une maturité dans le discours qui était parfois assez consternant. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je suis passée par différentes idées, parce que j'ai 150 millions d'idées. Je pourrais presque interviewer mes parents, ce serait long. Bref, mais cette histoire de multipotentialité et d'eau potentiel, etc., c'est venu beaucoup plus tard. Ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours eu un fil conducteur de l'expérimentation au cours de ma vie. Et donc, j'ai expérimenté plein de trucs. Et quand on me demandait, quand j'étais petite, mais qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, je suis passée de d'abord, je veux devenir grande, parce que quand on est grand, on peut faire ce qu'on veut. C'est assez typique, en fait, des hauts potentiels, finalement. Des neuroatypiques. Des neuroatypiques, exactement. Parce qu'en fait, être grand, ça offre le champ des possibles. Et c'est ce que je recherche avec toutes les expériences aussi, c'est d'avoir un champ des possibles qui est extraordinaire. Et puis, je suis passée d'entraîneuse de chevaux à danseuse étoile, à pilote d'avion de chasse, à astrophysicienne. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ah oui, reporter de guerre également. Et puis, jusqu'au moment où je me suis dit, non, maintenant, c'est diplomate pour l'ONU que je voudrais faire. Et je pars à 18 ans au Kenya pour apprendre l'anglais. Alors, le Kenya, pour pas faire comme tout le monde en allant en Angleterre ou en allant en Amérique, par exemple, mais c'est surtout parce que mon oncle et ma tante travaillaient aussi pour les Nations Unies, et donc ça me permettait d'avoir un pied dedans. Et donc, quand je suis à Nairobi, au Kenya, je vais dans une école de Cambridge International, et effectivement, j'apprends l'anglais, etc. Si ce n'est que sur le terrain, concrètement, on fait plusieurs actions humanitaires avec différentes ONG, et je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'impact et j'ai beaucoup plus la possibilité d'aider véritablement les autres en étant médecin. Donc, médecin, c'est pas vraiment une vocation à part entière, mais ça part d'une expérimentation. De nouveau, le fait de se dire, eh bien, je peux avoir un impact pour rendre la vie meilleure derrière. Il y a un avant et un après. Donc, je m'intéresse beaucoup à la médecine d'urgence et aux soins intensifs. En réalité, c'est vraiment ma discipline de prédilection, parce qu'il y a cette bascule. Les gens arrivent malades, mal, etc., repartent mieux, soit plus ou moins guéris, soit sont hospitalisés, mais pour un mieux. Et donc, il y a vraiment ce avant-après, cette bascule. Et toute ma vie a été finalement axée là-dessus, sur cette bascule. Bascule qui, moi aussi, finalement, intervient dans mon parcours parce que je fais un burn-out il y a 3 ans, complètement épuisée. Et donc, c'est là-dessus où je vais pouvoir embrayer sur ta question sur le travail. Il y a juste encore un petit truc. Après mon burn-out, ma seconde vie, finalement, va pouvoir débuter avec l'embrasement véritablement de moi, mon feu intérieur, et de me dire, OK, je me suis restreinte et condensée dans un type d'études, à savoir la médecine, pendant 14 ans, c'est quand même très long, avec la spécialisation, etc. Et c'est vrai que durant mes études, j'avais toujours dit, je ne serai pas médecin toute ma vie. Et je ne pouvais pas, à ce moment-là, imaginer à quel point c'était vrai, mais aussi surtout à quel point derrière, j'allais de nouveau pouvoir toucher à cette immensité de créativité, de passion que j'avais, etc. Et donc, une fois, je suis tombée en burn-out, ça a été très compliqué, mais je me suis reconstruite. Et je me suis vraiment reconstruite en allant rechercher ce qui fait qui est moi, en fait, et qui fait que je ne rentre dans aucune case. Le fait d'avoir fait un burn-out, évidemment, ça laisse présager un rapport au travail qui est excessivement pathologique, mais un rapport à l'autorité également, puisque, bonne élève à l'école, j'ai toujours appris aussi qu'on doit d'abord travailler avant de pouvoir jouer. Termine ton travail et puis tu peux jouer. Mais c'est peut-être possible quand on est dans l'école primaire ou secondaire. Ça n'est plus le cas dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne d'un adulte, mais ça n'est certainement pas le cas quand on est médecin aux urgences, par exemple. Ouais, clairement. Il y a toujours du travail à faire. Il y a toujours des patients qui viennent. Le service d'urgence est par définition ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, ce sont des urgences. C'est vital pour la plupart, parfois non, mais quand même. Parfois non, mais aussi oui, et où il faut effectivement être là. Le principe en Belgique, c'est souvent de faire des gardes de 24 heures. Et donc, on est à l'hôpital de 8 heures du matin jusqu'à le lendemain matin, 8 heures. Et
on ne va dormir, si on peut dormir, que quand il n'y a plus de travail, que quand les patients sont tous stabilisés ou qu'il n'y a plus d'entrée. Donc, j'avais, entre guillemets, la chance, dans un premier temps, d'être dans un plus petit hôpital. Et donc, effectivement, entre 3h30 et 5h du matin, on avait relativement peu de gens et les infirmiers faisaient tampon dans le sens où ils préparaient déjà la prise de sang et moi, je pouvais aller me reposer une demi-heure, une heure, etc. Mais ça confirmait effectivement le fait que on ne va dormir que quand on a terminé de travailler. On ne se repose que quand on a terminé son travail. Il n'était plus question de jouer, évidemment, à ce moment-là, mais ce qui veut surtout dire aussi qu'il n'y avait plus de place pour les patients. Puisqu'après 24 heures, on peut imaginer qu'on est un peu larve et que le jour de repos, on dort et puis on larve chez soi et on ne fait pas grand-chose non plus. Et donc, tout ça, alors plus le nombre de gardes que j'ai fait, j'enchaînais 2 hôpitaux différents, l'autre étant un plus gros hôpital, et donc on arrivait à couper la nuit de sorte à ce que chaque médecin avait plus ou moins 2 heures de dodo finalement sur la garde. Mais ça n'empêche que tout ça a validé le fait que le repos se mérite, qu'il faut toujours en produire beaucoup plus pour pouvoir être au service des gens. En tant que médecin, il y a clairement cette vocation de soigner, de guérir, de supporter, etc., que j'ai appris à adapter à moi et probablement que ça faisait aussi une partie de ma personnalité, parce que sinon je ne me serais pas lancée dans des études pareilles. Mais en tout cas, durant aussi les études, c'est tellement compliqué que cette notion d'abnégation et cette notion de sacrifice de soi est particulièrement ancrée. Et donc, ça renforce aussi le fait que il n'y a pas de raison, il n'y a pas de mérite à se reposer. Alors que c'est physiologique, alors que le sommeil doit être physiologique, alors que les temps de repos et de rien sont nécessaires, que le fait et que c'est vital. Et c'est vital. Ah oui, c'est vital parce que tu peux te tromper de diagnostic. Genre, la fatigue amène, je pense que tu l'as vécu dans ton burn-out, c'est d'une violence sans nom quand tu sais plus où tu habites, quoi. Donc, ça peut être dangereux pour la prise en charge de la patientèle, quoi. Oui, et il y a même des études qui ont été faites qu'un médecin qui sortait de 24 heures de garde et donc 24 heures sans repos et qu'il reprenait sa voiture, ça équivalait à conduire sous 1 gramme à 1,5 gramme d'alcool. C'est dangereux. Il y a des chirurgiens qui opèrent dans cet état-là. Un infarctus qui arrive à 4 heures du matin, eh bien, je réagis comme si j'avais 1 gramme d'encens. On réagit bien parce que ce sont des réflexes, mais malgré tout, il suffit qu'on se retrouve devant une situation plus complexe, ça devient effectivement dangereux. Je n'ai pas d'exemple d'erreur médicale là maintenant. Je pense, comme tout le monde, en avoir fait parce que je ne suis ni Dieu, ni omniscient, ni rien du tout, et je suis juste un médecin et un être humain comme les autres. Mais oui, effectivement, à un certain moment, c'est tout à fait dangereux parce que je n'allais plus aux toilettes durant mes 24 heures de garde. Je mangeais du sucre, les petits sachets de sucre pour tenir le coup. Je ne prenais pas le temps de manger à midi ou le soir. Je carburais au thé noir parce que je n'aime pas le café. Mais donc, du coup, on se met dans des conditions quand même très délétères pour soi-même, sa santé physique et sa santé mentale. Ça laisse aussi ça laisse des séquelles. Et donc, je ne peux pas dire que mon rapport au travail à ce moment-là était quelque chose de très positif. Et je rajouterais même le rapport à l'erreur, qui du coup donne une responsabilité ou du moins un stress supplémentaire. Je ne travaille pas, et sans dénigrer le travail d'un caissier dans une grande surface, je travaille avec des humains à ce moment-là et avec des humains dont le pronostic vital est parfois engagé. Donc, on se retrouve avec des responsabilités énormes. Le fait de faire une erreur, c'est difficile et je veux dire, il faut savoir l'accepter et il faut savoir surtout le supporter, de dire je ne peux pas faire d'erreur. Mais ça rajoute un stress supplémentaire. À ce moment-là, j'avais aussi un chef de service qui était assez tyrannique. Et à aucun moment donné, dans mon expérience de vie et d'études, etc., je ne peux confronter l'autorité. Eh oui. Moi, ce sont aussi des schémas qui sont potentiellement familiaux, qui sont des schémas intégrés également aussi dans la hiérarchie médicale, parce que c'est quelque chose qui est très, très hiérarchisé encore, hein, le monde médical. Mais ce qui veut dire aussi que dire non à une garde supplémentaire n'était pas admis. Dire non, je ne prends pas ce patient en charge en plus parce que, en fait, mon collègue ne fait pas son travail, on a eu des cas comme ça, eh bien, c'était pas possible. Mais tout ça, ça fait que pour un être humain, à un moment donné, ça devient compliqué et à un moment donné, le corps n'en peut tellement plus que, en fait, il tire la prise de courant et tu fais, voilà, tu t'éteins et tu t'effondres.
Ouais, complètement. Non, mais c'est méga important parce que bah, on n'a pas toujours l'occasion d'interroger des médecins urgentistes, tu vois. Voilà. Voilà, pas du tout, quoi. En tout cas, moi, c'est la première fois au micro, donc c'est vraiment super important parce qu'on retrouve ça aussi dans d'autres métiers. Oui. Mais je comprends bien j'imagine bien que la hiérarchie en médecine, j'arrive très bien à intégrer, c'est un peu comme si t'es policier, si t'es pompier, si t'es militaire, à aucun moment il n'est question de venir la remettre en question. Est-ce que toi, t'as ressenti ça au moment où tu vivais peut-être T'as dû avoir des signaux, tes médecins, donc soit on choisit de ne pas les écouter parce qu'on ne peut pas les écouter à ce moment-là, mais est-ce que tu as culpabilisé? Comment ça s'est passé pour toi quand tu t'es dit, merde, là, il y a quelque chose qui va pas en moi, pour moi? Comment tu as pu gérer ça, toi? Alors en fait, je me suis pas du tout rendu compte que Ouais, c'est souvent j'évoluais comme ça vers le un burn-out. burn-out. C'est le coup classique, c'est un Mm. déni profond et total véritablement. Et donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait véritablement un problème où j'ai conscientisé en tant que tel le fait d'avoir un problème quand je n'ai pas su me réveiller à un appel sur une Mm. garde et que j'ai pas su rentrer chez moi et qu'après, ben, en fait, je savais plus sortir de mon lit. Enfin, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un patient aux urgences et pour lequel on m'a appelé. Et en fait, j'ai pas entendu du tout la sonnerie. Je veux dire, j'étais dans un état semi-comateux. Et j'ai eu de la chance véritablement d'avoir des infirmiers qui ont géré ça magnifiquement bien le temps que je revienne à moi, je puisse reprendre un petit peu, etc., mes esprits. Il n'y a pas eu de dommage aux patients qui étaient bien stabilisés. Je veux dire, il n'y a rien eu de tel, mais après ma garde, je me suis assise dans ma voiture, puis j'ai téléphoné à mon ex-compagnon en me disant, il faut que tu viennes me chercher. Je ne Mm. sais pas où je suis. Je ne sais plus du tout où je suis. Et donc, je suis rentrée, enfin, il m'a rendu chez moi, et puis le lendemain, incapable de sortir de mon lit. Mais incapable de prendre ma douche, de me tenir droite. Je veux dire, j'étais obligée de m'asseoir. Me faire à manger me paraissait totalement au-dessus de mes forces. Et en fait, après coup, donc ça c'est vraiment sur l'instant T, l'instant présent. Et en fait, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mm. Donc, je téléphonais à ma meilleure amie en disant, il faut que tu m'aides parce que là, je ne comprends pas. Elle m'a dit, c'est rien, tu fais un burn-out. Là, c'est terminé. Tu as Ouais. cramé toutes tes réserves disponibles. Il n'y a plus rien. C'est fini. Bon, c'est difficile à entendre. Et puis, voilà, après, j'ai été suivie en psychologie, en psychiatrie, en coaching. Voilà, j'ai vraiment été très, très bien entourée. Donc, ça, c'était bien. Mais il y a eu effectivement des signes avant-coureurs. Donc, le fait d'être tout le temps fatiguée, Mm. que je mettais ça sur le compte de, bah oui, je fais les gardes de nuit, donc forcément, je suis fatiguée. Non, mais en fait, tout le temps être fatiguée puis s'endormir au volant, c'est quand même pas bon. Mm. Faire des cauchemars, mais je faisais des cauchemars atroces depuis des mois et des mois auparavant, ce qui n'est pas tout à fait normal non plus, genre pas du Non. tout normal, voilà. Je me réveillais en hurlant dans la nuit. Enfin, voilà, j'ai failli réanimer mon ex-compagnon. Donc, il a eu très peur, le pauvre. Voilà, j'avais très très froid. Mais très froid Ouais. au point de quand j'allais dormir, on était donc je me suis crashée dans mon burn-out en août 2022. C'était un été caniculaire en Belgique. J'avais un pyjama d'hiver en pilou-pilou, deux couvertures et je tremblais de Mm. froid. Et en fait, c'est une incapacité du corps qui est tellement loin dans ses réserves de réguler sa température corporelle, Ouais. qui est quand même la température corporelle, c'est une norme métrique physiologique vitale. Si tu ne sais pas réguler ta température corporelle, tu meurs. Complètement. Et donc, Oui, voilà. bébé. Et je ne me rendais pas compte. J'ai Ouais. froid. Oui, j'ai froid. Ok, je suis pas très grosse, mais bon. Bref, si, j'avais pris du poids, en fait. J'étais beaucoup plus grosse que ce que j'étais. Enfin, grosse, entre guillemets, hein. Mais je veux dire, j'avais pris du poids par rapport à ce que j'avais pour l'instant comme Mm. poids. Mais parce que j'avais un déficit en sommeil tellement important que ça dérégulait ma glycémie. Et puis, je travaillais et je survivais au sucre et au thé. Donc, Ouais, ouais. tout fait que le corps, en fait, va puiser tellement, 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 tellement dans ses réserves qu'à un moment donné, il ne sait plus. Et ce fait de tirer la prise de courant, encore une chance que ça arrive, Mm. parce que l'étape après, c'est la mort. Je veux dire, le corps s'autodétruit. Et c'est là où on se rend compte finalement la puissance du mental, où, oui et non, mais l'incapacité à être connecté à son corps, à ses propres besoins, à ce qui nous fait sens pour nous, mais ce qui nous permet de survivre aussi, parce que le mental a décidé que c'était comme ça. En fait, c'est Mm. terrible. C'est véritablement terrible. Bah, le niveau d'abnégation, Mm.
mais que ton métier te demande aussi. Tu vois, c'est un peu comme les métiers qu'on disait tout à l'heure ou des sportifs de haut niveau qui peuvent vivre aussi des burn-out parce que la compétition, l'enjeu fait que. Mais c'est méga important et tout ce que tu déposes là, franchement, merci parce que comme tu dis, derrière, il y a une urgence vitale en fait. Oui. Et c'est complètement fou parfois de se dire, putain, mais cordonnier les plus mal chaussés, c'est ce qu'on dit, mais Oui, c'est tout à fait ça. dans vos métiers, on vous demande tellement de disparaître et même si pour moi c'est quand même derrière il y a un problème systémique, mais là tu as un métier très particulier et tout le monde n'est pas médecin, donc voilà. Mais pour que tout le monde puisse comprendre en fait, toutes les auditrices, tous les auditeurs, s'il y a des messieurs qui sont derrière leurs écouteurs, c'est que c'est un peu partout pareil quoi. C'est le système qui fait ça et c'est incroyable de se dire mais en fait qu'on soit en tout cas, au niveau de l'Europe, c'est comme ça. Je veux dire, on est en France, c'était la porte à côté, t'es en Belgique. On pourrait se dire, mais peut-être que les conditions sont mieux. Bah, pas Un vraiment. petit peu, oui. Visiblement, pas vraiment. Un petit peu quand même au niveau médical pur. Ouais. Maintenant, oui, il y a un problème de société systémique derrière, il y a un C'est problème de ça. C'est société comment on malade. traite les salariés, comment on traite les gens. Oui, mais pas que en fait. Ouais. Moi, je trouve que c'est quelque part aussi un petit peu se déresponsabiliser de dire oui, mais c'est la faute du manager, c'est la faute de la société, c'est la C'est faute les de. deux quand même. Oui, C'est les deux. On te il y a demande les de deux. jouer à un jeu, soit tu y joues inconsciemment ou pas, et c'est souvent très inconscient. Ouais. Et c'est ce que tu dis, moi j'accompagne beaucoup les bonnes élèves. Tu vois, c'est typiquement les archétypes, parce que je l'ai été aussi, que je peux l'être encore, de se dire, c'est soit j'ai dans mon inconscient et dans mon conscient, ça va m'appeler parce que ça répond à quelque chose qui est confortable pour moi, que je connais, puisque je suis une Oui. bonne élève depuis toujours. Dans tous les cas, appliquer les choses, c'est facile, c'est simple, ça me permet de pas aussi réfléchir. C'est ça aussi, prendre sa responsabilité, de dire, OK, j'ai accepté de jouer à un jeu, mais moi, j'aime bien remettre toujours quand même dans le global, c'est aussi de se Ouais. dire peut-être que ces hôpitaux-là, ils pourraient recruter juste plus de médecins pour que ce soit viable pour tout le monde, en fait, tu vois. Ça pourrait être Il une y a de la solution. structure derrière, en Il y fait, a, il y toujours. a effectivement tout un problème structurel, mais moi, personnellement, Ouais, je n'ai pas d'impact là-dessus. Et donc, en complètement. réalité, c'est un discours que je ne me suis pas répété à moi-même parce que c'était totalement hors de mon contrôle et c'est pas moi Ouais, qui gère les finances publiques, c'est pas moi qui gère complètement. l'embauche dans les hôpitaux, que ce soit au niveau des médecins, que ce soit au niveau des infirmiers. Il y a un très, Ouais, très, 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 très gros problème au niveau des infirmiers et de revalorisation ouais, comme chez nous. de la profession. Donc, ça fait partie, ça, de l'écosystème dans lequel on doit travailler. Mais à côté de ça, dans mes schémas de fonctionnement, dans mes modes de pensée, dans mes croyances, etc., et la manière finalement dont j'ai grandi, j'ai évolué, il y avait aussi beaucoup de choses à Mais aller complètement. dégrossir, etc. Et donc finalement, moi, c'est là-dessus que je me suis plutôt basée, parce que je suis aussi partisane du fait que si j'ai ma responsabilité dans ma maladie ou dans l'évolution de ma vie adulte, j'ai la responsabilité aussi, et donc j'ai le pouvoir de faire changer ma vie dans ma Complètement. seconde chance à la vie pour pouvoir faire en sorte que ça me corresponde à moi, de vivre la vie que moi j'ai envie d'avoir, qui me correspond à 100%. Et on revient dans cette notion d'authenticité finalement, et puis d'acceptation Mm. globale de qui on est en tant qu'individu et pas juste défini par sa profession. Complètement, complètement d'accord. Moi, c'est vrai que j'aime bien remettre le côté systémique des choses. C'est juste pour les personnes qui repartent avec énormément de culpabilité. Moi, j'ai Oui. vécu un burn-in, donc c'est pas vraiment un burn-out, c'est la phase. Tu sais Ah. très bien ce que c'est. C'est la phase d'avant où moi j'ai eu la chance que des gens en face te tirent la sonnette et dire ouh, madame, Il y a vous un allez problème. rentrer en burn-out en fait là. Et moi, pas du tout, dans le déni le plus total en fait. Et là, on m'expliquait par A plus B que si la prochaine étape, si je continuais à travailler comme ça, ou en tout cas dans cet environnement-là, que l'environnement ne changerait pas. Mais c'était à moi de changer d'environnement parce que ça allait me détruire en fait. Mais c'est vrai Ouais. que parfois, il y a certaines femmes, surtout les femmes, les hommes, j'interagis un peu moins sur ces sujets-là et souvent ils sont discrets sur les questions du burn-out Oui. aussi, burn-in, burn-out. Mais c'est vrai que souvent, juste de ramener la systémie, de dire ok, peut-être que je n'ai pas le pouvoir là-dessus, mais ça va me déculpabiliser. Ce n'est pas que de ma responsabilité. C'était vraiment Oui. dans ce sens-là que moi je l'aime l'utiliser, de dire ok, j'ai une part de responsabilité, mais à un moment donné, il va y avoir une limite. Et comme tu dis, c'est à un moment donné, ok, ma responsabilité peut-être c'est de choisir moi, Charlène, de dire j'arrête.
j'arrête de me sacrifier pour cet environnement et je change d'environnement et je vais vers mes passions, tout ça, ou soit je ne peux pas le voir, mais si j'ai pas conscience, toi, tu avais conscience que, OK, cette bulle-là, ça pourra pas changer. Les finances publiques ne vont pas arriver, ça ne va pas changer. Donc, c'est à moi de bouger, en fait. Et c'est méga intéressant. T'as compris quoi, toi, avec le recul de cette expérience? Que ce soit sur toi, sur le travail en général, sur le système, tu viens d'y répondre que, ben oui, tu n'avais pas le pouvoir là-dessus, quoi. Non. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage que j'ai pu faire par rapport à mon burn-out et par rapport aussi à l'expérience vécue précédemment. Il y a d'abord une chose que je voudrais clarifier et qui, moi, en fait, me fait complètement grimper au mur, c'est quand les personnes disent oui, mais finalement, le burn-out, c'est quand même un cadeau mal emballé, mais c'est le plus beau cadeau de ta vie. Faut arrêter tout de suite avec ça. C'est On est d'accord. hyper dévastateur, c'est destructeur tant physique que mental, et en fait, il y a toujours des séquelles. Et donc, on peut en apprendre des choses. Et si on veut survivre et si on veut pouvoir retenter une chance à sa vie derrière, oui, il faut en apprendre, il faut changer, il faut se reconvertir, il faut se réinventer, il faut... Voilà. Alors, j'utilise nécessairement et j'utilise consciemment le « il faut ». Il faut. T'as vu que j'ai tiqué avec mon œil. Hein, oui, mais c'est consciemment que je l'utilise parce qu'on ne peut pas rester dans un état de délabrement terrible. C'est une question de survie psychique de se dire « et maintenant, on doit faire autrement ». Les personnes qui ne font pas autrement, les personnes qui ne veulent pas se remettre en question, les personnes qui ne sont pas suffisamment suivies, accompagnées, peu importe la raison pour laquelle, ou qui ne peuvent pas, voilà, peu importe la raison, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais ce sont des personnes qui sont vouées à faire des récidives, plus ou moins régulièrement, et à se détruire de plus en plus, etc. Et ça, en fait, je refuse. Donc, moi, ma première prise de conscience, en fait, et la première chose que j'ai appris, c'est le fait d'être accompagnée et le fait de pouvoir pivoter. En fait, c'est OK de pivoter, alors que j'étais pas du tout consciente avant que je pouvais le faire, mais pivoter, changer, muer, repartir sur des autres bases, c'est possible. Et c'est possible à 18 ans, c'est possible à 30 ans, c'est possible à 60 ans et c'est possible même après. Clairement. Parce que c'est toujours une question de si je continue à faire la même chose que j'ai toujours fait, j'aurai toujours les mêmes résultats. Et pour moi, dans mon cas avec mon burn-out, il était totalement impensable et inconcevable de continuer comme ça. La deuxième chose que j'ai pris conscience véritablement, c'est que je ne me connaissais pas du tout. Je pensais me connaître. J'avais déjà travaillé sur moi, j'avais déjà été en thérapie durant mes études de médecine et de façon générale, avec ma propension à expérimenter, à questionner, etc., j'en avais déjà appris pas mal sur moi, mais en fait, c'était pas du tout suffisant. Et c'est surtout que j'ai été me confronter du coup à des croyances et à des schémas de fonctionnement qui étaient beaucoup plus inscrits et beaucoup plus insidieux et qu'il a fallu modifier, faire sauter, comprendre ou du moins ramener à la surface de sorte à pouvoir travailler en fait dessus et pouvoir les transcender. Et du coup, je pense la plus belle chose qui ait pu arriver après ce burn-out, c'est le fait que je dise, OK, la médecine, ça fait partie de moi, mais il n'y a pas que ça. Regarde ton parcours avant. Qui, à 18 ans, a vécu au Kenya? Qui fait de la photographie de paysages ou de faune en Afrique? Et qui, à côté de ça, peut se dire, ben, moi, finalement, je fais des conférences sur de la santé mentale et je fais des interventions en entreprise et puis je travaille dans l'optimisation de la santé. Et en fait, oui, je vais reprendre quelques gardes aux urgences prochainement. Et donc, ça m'a permis d'accepter cette différence, d'accepter qu'il n'y a aucune case qui me corresponde, de faire la mienne, si les gens veulent absolument me mettre dans une case, mais de surtout me dire que je vais tellement à la rencontre de moi et je vais tellement aller regarder avec clarté, mais aussi avec authenticité et avec simplicité ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de lumineux, ce qu'il y a de plus sombre de mon ombre. Et ça, c'est un cadeau fabuleux, je trouve, parce qu'après, toutes les décisions sont prises en fonction de sa boussole interne, de ma boussole interne, de mon feu intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est inestimable. Je trouve juste dommage, mais véritablement dommage, que j'ai dû passer par un burn-out aussi délabrant pour pouvoir arriver à ça.
Mais peut-être que j'étais suffisamment têtue qu'il me fallait cet énorme chaos et mise au tapis pour pouvoir comprendre les choses. Et j'ose espérer qu'il y en a d'autres et plein d'autres qui n'aient pas besoin de cette violence-là pour pouvoir prendre conscience que c'est possible, en fait. Mais voilà, ça, c'est juste, malheureusement, parcours personnel. Ouais, franchement, je pense qu'il y en a d'autres. Je pense que c'est aussi beaucoup une question de génération. On entre dans des temps où les jeunes générations, moi j'ai un ado qui vient de faire 15 ans, on n'a pas la même adolescence du tout. C'est un adolescent qui a confiance en lui parce qu'on n'a pas éduqué pareil, parce que la société n'en est pas là aussi aujourd'hui avec ses travers et ses avantages qu'elle a. Donc en fait, c'est comme tu disais, notre éducation, c'est tout ça aussi qui nous façonne en tant que ados, jeunes adultes, adultes, travailleurs et travailleuses, en fait, complètement. Donc, je pense que nos générations, beaucoup on se prend des claques parce que c'est comme ça, parce qu'on part aussi avec tout ce que nos parents nous ont mis dans le bagage inconscient et très conscient, et c'était pas comme ça à leur époque, et c'est OK. C'est OK Oui, aussi de se dire, c'est à nous de faire ce voyage-là, et c'est oui. comme ça. Je, Ça s'est passé comme ça en tout cas, et je trouve que tu rayonnes. Hein. Moi, je te vois, je t'ai sous les yeux, tu rayonnes, et ce feu Merci. intérieur, en tout cas, il se répercute, tu vois, sur le visage, sur l'envie, sur la façon d'échanger. Il est bien là. Ne t'inquiète pas, Charlène. Je pense pas que Mais tu merci. t'étais inquiète, mais Mais non, non, non. En fait, j'étais pas inquiète du tout. J'ai traversé ici récemment des ouais. épisodes de vie qui sont très, très compliqués avec la perte de mon grand-père qui m'a élevée et donc qui m'a Hum, aussi beaucoup inculqué cette authenticité, cette simplicité, etc. Mais je suis confiante dans la voie que j'ai prise et donc merci. Si ça se voit, si ça ouais, rayonne, ça se ressent en tout cas. c'est déjà du coup que c'est gagné. Voilà. Complètement. Complètement. Du coup, aujourd'hui, t'en es où? Qu'est-ce que tu fais de tout ça aujourd'hui? Alors, de tout ça, beaucoup de choses, on va dire. Par où est-ce que je vais commencer? C'est surtout ça Ce que la tu veux. question. C'est le plus Voilà. dur, c'est de choisir. C'est exactement ça. Et ça, c'est un problème de multipassionné, de choisir quoi mettre en avant et quoi dire en second ou en dernier. Je dirais que je suis dans une grosse phase de transition ici, mais en tout cas, il m'a permis d'être présente tout au long de sa maladie à ses côtés. Il m'a fait confiance en tant que médecin, alors que ça fait depuis le début 2025 que je ne fais plus de médecine curative. Et ça m'a surtout permis de reprendre conscience que l'hôpital, les maladies aiguës, etc., ça fait vraiment partie de qui je suis, de ce que j'aime particulièrement donner au monde également. Et ça fait partie de l'impact et de la voix que je peux porter aussi. Parce que non seulement c'est quelque chose qui est utile à la population, mais ça me permet aussi d'avoir des choses à raconter, à porter au plus grand nombre. Et j'ai un message à faire passer par ma voix, majoritairement, c'est la manière dont je communique, dans mon design, etc. Enfin bref, on va peut-être pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, ça m'a fait prendre conscience là aujourd'hui que j'ai besoin de retourner en partie dans du curatif. Et donc ça, c'est la période de transition pour laquelle moi, personnellement, en tant que docteur Kinard, je suis en train de passer. Après, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, je travaille avec une équipe de 2 naturopathes et donc on a une offre de bilan fonctionnel d'optimisation de sa santé. Et donc, qui s'adresse surtout à des entrepreneurs ou à des cadres et des dirigeants, des gens qui veulent reprendre finalement le pouvoir sur leur santé, mais qui vont faire en sorte que leur santé soit la meilleure possible avec un objectif de longévité, de Hmm. vitalité. Parce que derrière, on se rend compte que quand on est en bonne santé physique, quand le corps a ses besoins physiologiques qui sont nourris, qu'on n'est pas en carence, qu'on dort bien, qu'on bouge bien, qu'on s'hydrate bien, etc., eh bien, on est beaucoup plus performant derrière. Mais qui dit performance dit pas nécessairement travailler plus, mais dit Non. accomplir plus de choses dans le même laps de temps pour pouvoir se dégager plus de temps pour sa famille, pour ses loisirs, pour pouvoir être de façon générale avec plus d'énergie, plus clair dans sa tête, mieux dans son corps, au lieu d'être tout le temps fatigué, épuisé, Ouais, ouais. irritable, pas avoir le temps, être stressé, etc. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle le bilan optimal LU pour être à son optimal, évidemment. Donc, si ça vous J'adore. intéresse, vous pouvez aller regarder sur mes réseaux sociaux. Il y a chaque fois un On lien. mettra les liens, ouais, dans Oui, c'est ça. l'épisode.
Oui, on mettra le lien, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, plaît beaucoup. On a pas mal de retours positifs par rapport au bilan et au suivi fait par les naturopathes. Donc ça, c'est très gai. Et alors, moi, j'organise aussi des immersions, justement, comme je parlais, pour la remise en question, la perte de sens et retrouver son feu intérieur. C'est véritablement des expériences transformationnelles en contact avec la nature, en contact avec les chevaux, mais à la rencontre de soi-même et du tout petit feu qui brûle encore et qui essaye de reprendre. Parfois, juste une étincelle, ça suffit. Mais pour pouvoir véritablement, c'est un voyage à la rencontre de soi. Que J'adore. ce soit pour passer au step suivant dans son entrepreneuriat, dans son entreprise, dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle aussi. Il y a juste Oui, une chose. c'est pas que réservé aux entrepreneurs. Je veux dire, Non. monsieur et madame, tout le monde peut venir, Oui, j'ai tout à envie de dire. fait. Ok, Oui, oui, tout à fait. Tant qu'on ne se retrouve pas sur de la pathologie de type ça va de soi. dépression, anxio-dépression, etc., je veux dire, Maladie mentale, ouais. voilà, c'est ça. Des maladies qui nécessitent des suivis chez un psychiatre ou dans un psychologue, etc. Je veux dire, oui, je suis médecin et oui, effectivement, j'utilise pas mal de techniques médicales. Les immersions ne sont pas le lieu de consultation et ce ne sont pas le lieu où je peux faire des suivis. Parce que de façon générale, je pense qu'on l'a compris, le fait d'être aux urgences, le fait de travailler avec des naturopathes qui, eux, s'occupent du suivi, moi, le suivi, c'est pas quelque chose que je fais, que j'aime bien, même si j'ai beaucoup de demandes, mais c'est pas là la question. Je veux dire, à partir du moment où on prend cette voie d'être connecté et d'être en accord et aligné avec soi-même, moi, le suivi, c'est quelque chose qui m'éteint. Et donc, du coup, je m'entoure de professionnels qui vont pouvoir le faire et qui vibrent cette même vibe et qui font partie de l'équipe, hein, simplement. Donc, voilà. Mais donc, c'est la petite nuance peut-être à dire pour les immersions, mais c'est ouvert à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai un public un peu plus d'entrepreneurs, mais c'est pas obligatoire du tout, du tout. Trop bien. C'est très clair. On mettra tous ces liens-là. En fait, si on pointe sur ton Insta, on a tout ça. Si on atterrit sur ton Insta, ok. On a tout ça. Les immersions. Alors, il y a prochaine date n'est pas encore connue. Donc là, je suis en train de voir si c'est pour fin d'année, début de l'année. Ça va dépendre si j'accepte une mission de photojournalisme en Afrique ou pas, en fait. Et Ok, donc, voilà. Mais dans tous les cas, il y aura tous les liens, il y a possibilité de s'inscrire sur les listes d'attente, etc. Sans problème. trop bien. Et puis si entre-temps, d'ici que l'épisode sorte, tu as une date, eh ben, je la mettrai dans le lien de Oui, ben voilà. l'épisode aussi. On la communiquera, quoi. Avec Trop grand bien. plaisir. Trop bien. Est-ce que il y a autre chose que tu voulais déposer? Qu'est-ce que tu as envie de cultiver pour la suite? Mais continuer dans cette voie d'alignement, de remise en question malgré tout et de connaissance de soi. Je veux dire, on en apprend toujours et c'est un chemin finalement sans fin ou sans aboutissement. Mais c'est le chemin de toute une vie finalement d'être aligné et de développer son potentiel. Je pense que je terminerai ici le podcast avec un message pour nos auditrices et nos auditeurs de se dire que moi, je suis persuadée qu'on peut être heureux et que l'être humain est fait pour être heureux aussi, à la Clairement. seule condition qu'on se connaisse vraiment et qu'on s'autorise à poursuivre sa vraie vie à soi, celle qui nous correspond vraiment. Et ça demande de déconstruire parfois beaucoup de choses. Effectivement, Exactement, exactement. c'est un super message. Et moi, j'ai quand même une dernière question pour toi. S'il y avait une chose que tu aurais aimé entendre plus tôt, tu dirais quoi à la toi d'il y a quelques années? Il y a beaucoup de choses, mais je pourrais le résumer en une seule. Tu es totalement autorisé à être toi-même et tu mérites d'être et pas juste de faire. C'est très, très puissant ce que tu dis, parce que s'autoriser, c'est vrai que c'est un état qui vient de l'intérieur et pas tout le temps attendre de l'extérieur. Ouais, tout à Tout fait. à fait. Ça fait référence à de la validation interne et à la reconnaissance interne. Et effectivement, ce besoin de reconnaissance a été chez moi une grande quête. Je pense que je m'en suis pas encore totalement sortie. Et puis, en fait, c'est tout à fait OK parce que, comme je le disais, c'est le chemin d'une vie. Et j'en suis encore au début. J'adore. Merci beaucoup, Charlène. Merci Tu peux beaucoup aussi. Est-ce que tu peux nous partager tes réseaux, même si on les remettra, peut-être qu'ils sont faciles à retenir, ton Insta. Quel est-il? Oui.
Alors, on peut me retrouver du coup sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook et sur YouTube également, toujours sous le même nom, Charlène Kinard. Je pense que sur Facebook et sur Instagram, il y a encore le petit FR derrière pour la version francophone, puisqu'il y a une version germanophone qui va bientôt sortir. Mais voilà, c'est toujours nom, prénom et c'est sur tous les réseaux disponibles. Il y a également aussi un podcast qui s'appelle La consultation des leaders, qui se retrouve sur toutes les plateformes de téléchargement. Et donc voilà, il y a, pour l'instant sur l'été, il n'y a pas eu d'épisode, mais il y a plusieurs épisodes qui vont ressortir ici dans le courant de l'automne. Et donc voilà, si jamais ça intéresse. Merci beaucoup, Charlène. Merci aussi à toi. Voilà, cette saison d'émancipation féminine se termine. On a achevé la saison 6 et quel chemin on a parcouru ensemble sur cette saison et cette année aussi. Je veux vraiment vous adresser un immense merci. Un immense merci aux femmes qui ont partagé leur voix dans ce podcast en 2025. Merci à toi qui écoutes, qui en parle autour de toi, qui prend ce temps pour réfléchir et résister autrement. 2025 a été une année intense de lutte, de prise de conscience, mais aussi de joie et de belles rencontres. Je suis vraiment, mais vraiment pleine de gratitude pour tout ce qui a été semé ici. Je te souhaite de belles fêtes, du repos, des moments doux avec les tiens. Et si tu es seule, sache que tu n'es pas seule. Il y a tout le collectif, il y a toutes ces femmes dans le monde à qui tu peux te relier. Nous, on se retrouve en janvier pour une nouvelle saison, de nouvelles voix et toujours la même boussole. Travailler autrement, sans se cramer et surtout avancer ensemble. Merci de tout cœur et à très vite. Gros bisous. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.